Bonjour à tous, je suis Johanna Calderon, je suis chercheuse à l'INSERM à Montpellier et je suis ravie de partager avec vous les sujets du neurodéveloppement dans les cardiopathies univentriculaires. J'aurais voulu être présente aujourd'hui physiquement, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. En tout cas, j'espère que la présentation sera claire et elle sera, j'espère, intéressante pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les mails que je vais donner à la fin de mon diaporama. Alors, on sait aujourd'hui que la prévalence des morbidités neurodéveloppementales va varier en fonction de pas mal de critères, hein. Et un de ces critères concerne la complexité de la cardiopathie congénitale. Donc, on sait que les enfants qui vont avoir des cardiopathies sévères, par exemple des cardiopathies cyanogènes avec une chirurgie néonatale, vont être plus à haut risque des troubles du neurodéveloppement. Et les patients qui auront donc une approche palliative de leur cardiopathie, comme par exemple les patients avec une circulation Fontan, auront une prévalence plus importante des troubles. Et lorsqu'on parle de morbidité neurodéveloppementale, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on fait référence à un continuum, hein, en termes de sévérité. Alors, on aura des enfants qui vont présenter plusieurs troubles neurocognitifs, d'autres qui vont être euh, plus dans l'aspect subtil en fait, des anomalies du neurodéveloppement. Donc, c'est vraiment un spectre qu'on représente ici selon la complexité, la sévérité de ce type des problèmes neurodéveloppementaux. Mais globalement, on voit que les enfants qui ont une chirurgie palliative, donc notamment les hypoplasies du cœur gauche, par exemple, vont avoir une incidence plus importante de ce type de problèmes. Alors, si on commence vraiment au tout début, donc il existe maintenant un haut niveau des preuves, hein, qui montre que l'altération hémodynamique fétale, qui va être secondaire à la cardiopathie, notamment dans les cas des cardiopathies univentriculaires, hein, peut causer in utero une diminution du débit sanguin cérébral et donc de l'apport en oxygène. Donc, ça donne lieu à une croissance cérébrale qui va être un petit peu atypique, hein, qui va être un peu en décalage de ce qu'on observe chez un fœtus avec une circulation normale. Et ça va donner aussi lieu à des problèmes de maturation, de structurels, hein, et aussi fonctionnels, notamment des structures de la substance blanche. Donc là, par exemple, vous avez une étude assez récente qui provient de l'hôpital pour enfants de Boston qui a comparé donc les IRM in utero d'une cohorte avec soit un hypo-VG, soit un TGV. Et on a montré ici qu'on voit une diminution de ces volumes corticaux dès la fin du deuxième trimestre de grossesse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui commence assez tôt, finalement, dans la maturation cérébrale. Et on le voit à peu près en 18-30 semaines de gestation. Par rapport à un groupe contrôle, donc on a comparé par rapport à un groupe contrôle sans antécédent des cardiopathies et un groupe contrôle avec un antécédent des cardiopathies, donc un historique familial des cardiopathies congénitales. Donc les résultats montrent que comparé aux deux groupes contrôle, le fœtus avec un hypo-VG ainsi qu'un TGV vont avoir des volumes corticaux inférieurs, notamment dans des régions au niveau périventriculaire, qui sont vraiment critiques pour la myélinisation, pour la prolifération neuronale à ces stades de développement. Donc, on va observer vraiment des diminutions dans des zones au niveau hippocampique, par exemple, au niveau du corps calleux, donc de la connectivité entre les deux hémisphères, qui va être assez significatif finalement chez les fœtus avec ces types de cardiopathies complexes et donc qui suggère en tout cas une altération de la maturation future des enfants au niveau cérébral. Alors, on sait aujourd'hui aussi qu'il y a une prédiction un lien entre la diminution de ces volumes corticaux in utero et la manifestation des symptômes cliniques neurodéveloppementaux. Donc, on a des données que vous voyez ici actuellement. Donc, c'est des données récentes sur une étude que nous avons conduite à l'hôpital pour enfants de Boston et qui montre que cette réduction des volumes corticaux va avoir cet impact significatif sur les outcomes que nous évoluons au cours de l'enfance. Ici, en l'occurrence, c'était à 2 ans. Et donc,
Ici, on montre effectivement que les fœtus avec ces types de cardiopathie vont avoir donc cette diminution des volumes cérébraux après 28 semaines de gestation, et ça va prédire un certain nombre des scores neurocognitifs à l'âge de 2 ans pour les groupes avec une cardiopathie congénitale. Donc ici, vous voyez en rouge. Contrairement au groupe contrôle, finalement, où cette quantification des volumes ne semble pas prédictif du neurodéveloppement. Donc, il y a un impact dans les cardiopathies congénitales de ce qu'on observe in utero, sachant que dans cette étude, on aura à peu près 20% de la variance dans les scores neurodéveloppementaux expliqués, ce qui est bien supérieur à ce qu'on observe pour les variables intraopératoires. En général, c'est de l'ordre de 2 à 5% dans les modèles de régression, y compris pour les cardiopathies univentriculaires. Donc, les enfants, quand on regarde les enfants et les adolescents, donc un peu plus tard dans le développement, les enfants qui vont avoir une circulation fontane peuvent présenter également des lésions de la microstructure de la substance blanche. Et ici, comme on peut le voir sur ces images par diffusion, donc c'est un IRM en DTI, ça provient d'une cohorte qui a été suivie aux États-Unis, donc plus d'une centaine de patients avec une circulation fontan et 47 patients, 47 sujets contrôle. Donc, ils sont tous passés à un IRM, des DTI, et on a regardé, donc dans cette étude, on a regardé un critère qui est l'anisotropie fractionnelle, qui est une mesure en quelque sorte de la maturité microstructurelle de la substance blanche, donc vraiment au niveau microstructurel, comment est-ce que ces marqueurs de développement évoluent pour les patients. Donc, ce que cette étude a montré concerne la réduction, qui est également bilatérale au niveau des deux hémisphères, de l'anisotropie fractionnelle. Et on va la voir dans différents axes, dans différents tracts des substances blanches pour les patients fontans. Donc là, cette réduction de ce marqueur de maturité cérébrale va être associée à certains scores cognitifs, donc notamment le QI, et autre chose qu'on appelle la vitesse des traitements, donc on va dire la mémoire vive finalement au niveau cérébral pour le groupe avec une circulation fontan. Alors cette réduction d'anisotropie fractionnelle va être associée à plus de complications en général lors de la première intervention. Vont avoir donc les enfants qui vont avoir plus de chirurgie cardiaque ou les enfants qui ont un historique de lésions neurologiques dépistées en post-opératoire vont être plus susceptibles de présenter ces types de patterns. Et la conclusion, je pense, que de cette étude, et ça ressemble vraiment, c'est concordant avec d'autres études, c'est que les anomalies qu'on observe dans la microstructure de la substance blanche sont vraiment diffuses et vont conditionner pour un grand nombre de patients le pronostic neurodéveloppemental dans les cardiopathies univentriculaires. Alors, en termes de phénotype neuropsychologique, c'est-à-dire tout ce qui est les résultats fonctionnels, les différents aspects cognitifs, mais aussi la santé mentale, on va se rendre compte que c'est assez similaire finalement entre en termes de patterns, en tout cas, entre les cardiopathies univentriculaires et les autres types de cardiopathies cyanogènes complexes opérées aussi dans la petite enfance, notamment la première année de vie. On voit que ce pattern va être similaire, cependant la proportion, on va dire la sévérité, les proportions d'enfants qui ont des troubles sévères vont être plus importants pour ceux qui ont une circulation fontane. Alors, ces dysfonctionnements que l'on voit, bien sûr, vont s'exprimer de façon plus ou moins différentes en fonction de l'enfant et à des périodes aussi qui vont être différentes. Donc, on va voir l'émergence des troubles moteurs, ce qu'on voit dans la plupart de cardiopathies congénitales cyanogènes. On peut les repérer assez tôt, donc des déficits moteurs, de la coordination, des problèmes au niveau du langage, et des problèmes qui sont beaucoup plus tardifs à apparaître, notamment les fonctions exécutives, qui vont concerner à peu près 50 à 70% des enfants avec une cardiopathie complexe, y compris univentriculaire. On est plutôt dans
pourcentage plus élevé, mais ces types de déficits vont apparaître qu'un petit peu plus tard, donc à l'âge scolaire. Donc, j'insiste sur ça parce que il est très important de pouvoir dépister non seulement à un âge précoce, mais aussi de continuer justement le suivi de ces enfants au fur et à mesure du développement. Alors, une des études les plus larges qui a été conduite avec les patients avec une cardiopathie univentriculaire concerne le SVR trial, donc le Single Ventricle Reconstruction Trial, où plus de 300 patients âgés de 14 mois avec un hypo-VG ont été suivis et ont complété un examen neurodéveloppemental à 14 mois. Donc, cet examen a été fait avec le test de Bayley, qui est une échelle de neurodéveloppement standardisée, et qui donne lieu à des scores psychomoteurs, donc le PDI, et des scores au niveau cognitif, le MDI. Donc ici, vous avez la distribution de ces scores. La moyenne, c'est de 100, l'écart type est de 15. Donc, vous voyez, la distribution des patients avec un hypo-VG se situe vraiment en dessous de ce qui est attendu pour l'âge, en dessous des normes, aussi bien pour le PDI, donc le psychomoteur, et le cognitif. Alors, en termes de psychomoteur, on a 65% des enfants qui étaient à un écart type inférieur à la norme et 40% pour les scores cognitifs, donc un écart type inférieur à la norme. Dans cette étude-là, qui donc a été conduite dans un seul centre, le centre de Boston, le sous-groupe qui n'avait pas de syndrome génétique et les sous-groupes qui avaient aussi un poids de naissance qui n'était pas trop petit, donc plus de 2,5 kg, avaient des meilleurs résultats à ce type de test. Parmi les facteurs de risque des protections, donc ils ont montré que la durée d'hospitalisation post-Norwood allait prédire les scores neurodéveloppementaux. Et finalement, peu de variables opératoires vont être associées finalement au pronostic neurodéveloppemental, en tout cas dans cette étude en particulier. Alors, certaines études vont être un petit peu divergentes dans la façon dont on compare et on regarde le neurodéveloppement des enfants avec un cœur univentriculaire. Notamment cette étude-là de l'hôpital pour enfants de Philadelphia qui a suivi plus de 360 enfants qui avaient soit une circulation post-Fontan, donc 112, et 235 après une réparation biventriculaire. Donc, ils ont comparé l'ensemble versus la norme, ce qui est attendu dans la population générale, et ils ont comparé les groupes entre eux. On se rend compte que quand on les compare vis-à-vis de la norme, effectivement, on voit des différences significatives quasiment pour l'ensemble des scores cognitifs. Par contre, quand on compare les deux groupes entre eux, on se rend compte que les différences sont quand même assez restreintes. On voit que les groupes Fontan a des scores inférieurs uniquement pour la vitesse des traitements et des problèmes d'attention qui sont un peu plus pressants dans les groupes avec une circulation Fontan. Donc voilà, c'est pour montrer que ce n'est pas tout à fait systématique de trouver des scores moins bons dans ces groupes-là. Il y a une tendance, effectivement, mais cela va dépendre d'énormément de facteurs liés aux patients. Alors, en termes de fonction exécutive, donc, on trouve effectivement toujours cette différence. Cette fonction exécutive, c'est vraiment des capacités qui sont des capacités d'organisation, de mémorisation, de contrôle du comportement. Et ces fonctions sont particulièrement altérées dans les cardiopathies congénitales, y compris dans les cardiopathies univentriculaires. Et on va observer effectivement les mêmes tendances avec des scores qui vont être inférieurs et des troubles qui vont être plus importants pour les enfants avec une circulation Fontan. Alors, un autre domaine pour lequel on a des données peut-être pas très exhaustives concerne le domaine de la cognition sociale. On a quelques références qui montrent qu'il y aurait une tendance à des difficultés des cognitions sociales qui vont toucher à peu près 40 à 50% des enfants en fonction des cohortes. Le risque du diagnostic du trouble du spectre autistique est 2 à 4 fois supérieur dans les cardiopathies complexes, y compris dans les cardiopathies univentriculaires.
Et on voit effectivement que ces difficultés vont persister. Donc, on ne va pas forcément le voir que chez l'enfant, mais aussi on le voit chez l'adolescent et l'adulte. Ils ont par exemple des problèmes à identifier un certain nombre d'expressions faciales émotionnelles. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un test très connu, spécialiste de Baron Cohen, qui est un spécialiste de l'autisme, où on demande aux patients de choisir, par exemple, les mots qui décrivent les mieux comment la personne se sent sur la photo ici. Et donc, certaines sont faciles, bien sûr, et certaines sont beaucoup plus subtiles. Ce qu'on voit dans la référence de la population, c'est qu'on a une distribution hein, de performances où à peu près la plupart obtient un score de 25, 27, voilà, c'est aux alentours de ça. Ici, c'est les scores moyens de patients avec une TGV, donc c'est plus bas et les scores, plus de risques existe du spectre de l'autisme. Et donc, on voit bien qu'effectivement, le score de ceux avec une circulation Fontan est inférieur, mais ça reste quand même voilà, dans la même logique, malheureusement, que les groupes avec des cardiopathies cyanogènes, sauf un petit peu plus altérés. Alors, je voudrais finir par cette étude. C'est une étude très récente qui provient d'Australie et de la Nouvelle-Zélande et qui montre les devenirs des patients jeunes adultes avec une circulation Fontan sur plus long terme. On voit effectivement que ces différences persistent. Et ici, c'est intéressant parce qu'ils sont comparés les groupes post-Fontan avec les groupes avec une TGV, une transposition des gros vaisseaux, et un groupe, un groupe contrôle, en vert ici. Alors, c'est une des études vraiment de toute dernière recherche, hein, donc c'est une cohorte prospective hein, du registre Australie et Nouvelle-Zélande, et ils ont donc comparé ces scores donc, en ces trois groupes. Et comme vous pouvez voir ici, donc l'incidence de déficit neurocognitif est plus importante chez les groupes Fontan, comparé avec le groupe, par rapport au groupe avec une transposition des gros vaisseaux. Et surtout, on voit ça surtout dans les déficits les plus sévères, donc ici en rouge foncé. Donc l'incidence de ces troubles est bien sûr plus importante pour les deux groupes par rapport au groupe contrôle, mais on voit qu'il y a une graduation en termes de la sévérité des troubles chez les patients avec une circulation Fontan. Alors, on voit ce pattern également dans les volumes cérébraux, hein, qui était inférieur également dans cette étude pour le groupe Fontan comparé à un groupe contrôle. Et ces différences que vous voyez ici en termes de volume cortical total au niveau global et puis au niveau aussi de certaines aires de la substance grise et de la substance blanche. Et ces différences persistent après avoir ajusté par l'âge et le sexe sur l'ensemble de régions. Alors, le côté santé mentale, je pense que c'est un aspect extrêmement important à considérer. Je ne vais pas détailler énormément des choses, mais je voulais juste montrer ces diapos parce que ça reflète bien l'état du problème qu'on voit souvent chez l'adolescent et jeune adulte avec une circulation Fontan. On voit que les problèmes psychiatriques, donc diagnostiqués, notamment des problèmes d'anxiété, notamment des problèmes dépression, c'est un peu moins courant, en tout cas dans les études, c'est élevé, mais c'est pas aussi élevé que les autres types de diagnostics, notamment d'anxiété et troubles d'hyperactivité ou de conduite d'ajustement, qui est bien supérieur à ce qu'on observe dans la population générale et aussi quand on compare à un groupe parallèle, donc d'enfants, d'adolescents sans cardiopathie. Donc on est à plus d'un tiers, ce qui est quand même très important. Et puis quand on regarde le cumul de ces troubles, on arrive à peu près à 65% d'adolescents avec un cœur univentriculaire dans cette étude qui montrait, qui avait été en tout cas diagnostiqué avec un de ces troubles psychiatriques.
Alors, comment comprendre ces problèmes? Je pense que on en parle très souvent dans différents congrès, et c'est vrai qu'on arrive toujours à la même conclusion, hein. Il ne s'agit pas d'un seul facteur, bien sûr, c'est un facteur, plusieurs facteurs des risques qui sont vraiment multidimensionnels, qui vont se cumuler, hein, surtout dans les populations qui sont réopérées plusieurs fois, voilà, sont soumises à plusieurs types de facteurs de risque et qui peuvent éventuellement être interactifs. Donc, on va parler des facteurs génétiques, des facteurs in utero, des facteurs au niveau opératoire, bien que le poids de facteurs opératoires ne soit pas aussi important que ce qu'on a pu croire, en tout cas il y a une vingtaine d'années, et aussi des facteurs environnementaux. Je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue le fait que les niveaux sociodémographiques est un facteur prédicteur majeur dans les troubles du neurodéveloppement. Ça s'explique par plusieurs biais, hein. Ça s'explique par l'accès aux soins, tout simplement. Je pense qu'il y a le fait que les enfants avec un niveau socio-économique plus avantageux peuvent bénéficier d'un certain nombre d'interventions ou de dépistage. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait tout un talk spécifique à ça. Mais en tout cas, c'est une piste à garder en termes d'intervention et comment on peut envisager l'amélioration du pronostic, en tout cas comment on peut commencer à réellement développer des interventions. Alors, en conclusion, donc, le profil neurodéveloppemental des cardiopathies univentriculaires va être assez similaire à celui des autres cardiopathies complexes. La sévérité des troubles va être majorée selon certains facteurs des risques, comme on avait vu. Donc, on aura à peu près 60% des enfants qui vont avoir des séquelles, des sévérités variables. Ça peut être très sévère, ça peut aller jusqu'au handicap moteur ou sensoriel. Ça peut être des handicaps assez invisibles, entre guillemets, donc qui affectent les troubles des apprentissages. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a à peu près 40% qui n'en auront que très peu de séquelles dans les cardiopathies, même les plus sévères, ou même parfois aucune séquelle. Moi, j'ai vu des patients, effectivement, qui n'avaient absolument pas de déficit, en tout cas détectable au niveau clinique, qui allait très bien, mais voilà, il y a des facteurs de résilience derrière et des facteurs de protection. Donc, cet aspect-là, je pense qu'il faudrait qu'on le comprenne un peu mieux, mais voilà, tout n'est pas catastrophique. Le message est vraiment, le niveau des risques est supérieur. Ceci dit, ce n'est pas une sentence. Il y a des facteurs encore que nous devons comprendre et surtout une marge de progression et d'amélioration des pronostics des patients. Donc, le dépistage, bien sûr, est absolument crucial. Les interventions doivent être vraiment précoces et doivent se suivre à des périodes clés parce qu'on a vu, donc il n'y a pas que les premières années de vie, hein, même si bien sûr elles sont absolument cruciales, mais il y a des choses que vont émerger beaucoup plus tard. Donc, le suivi des patients vraiment sur le long terme est indispensable pour bien apporter une solution aux familles et aux patients. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que le message est passé. Je pense que, comme disait un de mes menteurs, Jenny Berger à Boston, il faut voir les enfants là où ils sont et justement les amener le plus loin possible pour optimiser leur neurodéveloppement, puisqu'on sait qu'il y a une plasticité cérébrale qui est tout à fait remarquable et dont on connaît finalement très peu pour l'instant. Je vous remercie. Vous pouvez m'écrire, hein, sur ces mails. Je serai ravie de répondre ou d'échanger sur ces questions si vous en avez des questions ou des remarques. Merci.